Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une année scolaire blanche se dessine pour des centaines d'élèves d'un établissement scolaire mis sous scellé en plein troisième trimestre. À Douala, des parents d'élèves sont aux abois, les responsables de cette école portés disparus et le silence des autorités suscite des interrogations sur une tolérance administrative décriée sur le fonctionnement douteux des écoles dans la capitale économique du Cameroun. Après la classe politique et la communauté internationale, des prix Nobel de la paix expriment leur vive préoccupation sur l'escalade des violences meurtrières dans les régions anglophones. Arrivées au Cameroun, peuvent-elles réussir ces prix Nobel de la paix, ces femmes qui se mobilisent, peuvent-elles réussir à encourager le gouvernement camerounais à emprunter la voie du dialogue? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pas de rentrée du troisième trimestre pour une centaine d'élèves inscrits dans un groupe scolaire dans la capitale économique du Cameroun. À la grande surprise de ces élèves et leurs parents, l'établissement scolaire a été mis sous scellé. Les parents ont cherché en vain la responsable de l'école pour comprendre cette situation qui intervient en plein troisième trimestre. Et du coup, certains redoutent une année scolaire blanche pour leurs enfants. Jusqu'ici, aucune réaction officielle des autorités en charge de l'éducation dans la capitale économique du Cameroun. Reportage, Mitterrandam et Kediara. C'est une rentrée de classe sous forte tension qu'ont connu les élèves du groupe scolaire privé laïque Zina de Bonewonda à Douala. Et pour cause, les portes de leur établissement scolaire portent des scellés qui les empêchent d'y avoir accès. Moi, je suis un parent d'élève. Vous vous rendez compte, un senior comme moi qui se bat nuit et jour pour envoyer son enfant à l'école. Parce que tu as vu que ton enfant réussit. Tu l'inscris là, après on me dit qu'on a fermé. Qu'est-ce que moi je fais maintenant? Ce que moi je demande, c'est qu'on ouvre ça et puis mon enfant finit l'année scolaire tout simplement. Voilà la fin d'année qui finit comme ça. Je ne sais pas comment l'enfant doit procéder à ses études. Si ce n'est que lundi matin que les parents ont découvert cette situation fâcheuse, il faut dire que c'est depuis vendredi que les agents des impôts ont apposé leur verrou inviolable sur le portail principal de cet établissement. Un de mes petits frères en passant là, il m'a dit que l'école est scellée. Il dit que mais est-ce que l'école c'est la boutique qu'on doit sceller l'école comme ça? Moi j'ai pris ça à la blague. Mais c'est quand le lundi matin je m'apprête, je trouve que le portail est fermé. Aucune explication, on ne nous dit rien. La fondatrice ne nous dit rien. Les enseignants même qu'on a trouvés, ils se mettent à l'écart. Ils ne nous disent rien. On ne sait pas si l'école va rouvrir ou pas. En plus des scellés de la Direction générale des impôts, la fondatrice de l'établissement serait également poursuivie par la propriétaire de l'immeuble qui abrite son école pour défaut de paiement de loyer. Un ensemble de situations défavorables qui fait rager les parents. Au début du troisième trimestre, quand on vient fermer, s'il y a quelle situation, on peut voir la directrice. Les responsables peuvent voir la directrice pour voir dans quelle mesure ils peuvent résoudre le problème que de venir fermer et laisser les enfants comme ça sans école, quoi. Ben, il fait la maternelle, la grande section. C'est beaucoup d'indonnois. Il faut voir la pression, comment on nous met la pression depuis la rentrée. Il faut, tenue scolaire, tout ça. Après, on dit qu'on a fermé. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et puis les gens m'ont dit que pourquoi tu as inscrit ton enfant là? Moi, quand je vois comment on ouvre, et puis c'est pas la première année où mes enfants travaillent là. Aucune véritable communication n'a été engagée en vue d'expliquer ce qui se passe réellement aux parents. Tôt ce mardi matin, quelques-uns d'entre eux se sont rendus au groupe scolaire Zina, branche de Daedo, afin de rencontrer les responsables. Là-bas, alors on nous a dit que non, il faut amener vos enfants là-bas. Le bus va venir les prendre devant Zina de Bonewanda à 9h. Vous les amenez, on les amène à Zina de Daedo. À 14h, on les ramène en bus. Une solution que ces derniers jugent impossible, ce d'autant plus que la branche de Daedo, plus petite, ne saurait accueillir tous les élèves scolarisés à Bonewanda. En attendant une esquisse de solution, les enfants scolarisés dans cet établissement profitent de leurs congés forcés. Les plus grands, quant à eux, appelés à composer le CEP cette année, sont perdus et en attente d'une rentrée qui n'aura peut-être plus lieu. Plus de peur que de mal dans la ville de Babadjou, l'un de ses postes de contrôle a été la cible des tirs d'une bande armée encore non identifiée
Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer à la suite de cette attaque survenue hier, alors que le gouverneur de la région de l'Ouest effectuait une descente dans ces établissements scolaires victimes de plusieurs attaques il y a quelques mois. Compte rendu avec Raphaël Tchoko et Jean-Paul Chouniat. En tournée dans le département des Bamboutos, le gouverneur de la région de l'Ouest est au poste de contrôle de Matazam, victime d'une attaque armée. Des assaillants non encore identifiés, quelques minutes avant l'arrivée d'Awa Fonka Augustine sur les lieux. Un des policiers qui était en faction raconte la scène. Ils ont ouvert le feu là-bas là. Certains étaient dans la maison-ci, la maison neuve là, là où la moto. Parce qu'ils sont montés à la moto comme vous voyez là. Nous sommes descendus dans la rigole-ci là. Ils sont montés là-bas en haut. Les maisons qui sont là-bas en haut là. Ils sont là-bas, ils nous voient très bien. Cible des pillages et attaques des bandes armées venues du nord-ouest voisin, la ville de Babadjou vit en insécurité depuis de longs mois, faisant perdre le sommeil aux habitants des villages limitrophes à la zone anglophone en crise. Samedi passé, on n'était pas à la maison, on dormait dans une d'elle. Les enfants ont dit à moi qu'elles n'ont pas dormi, qu'on a tiré sur la nuit jusqu'à... Je dis que ouais, on est en danger parce qu'on ne dort pas. On a toujours peur. Venu s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire du 3e trimestre dans les établissements détruits par ces assaillants présentés comme les Amba Boys, le gouverneur Wafonka Augustine fait le tour pour rassurer ces communautés éducatives traumatisées par tous ces événements. Au lycée bilingue des Avions attaqué le 4 février dernier, élèves, enseignants et personnel administratif, malgré tout, ont répondu présents à l'appel du 15 avril, jour de rentrée scolaire. De toutes parts, les stigmates du bloc administratif qui avait été incendié. Nous avons trouvé les enfants à l'école. Ça veut dire qu'il y a la reprise des cours ici dans votre école et dans votre village. À l'école publique bilingue de Ngomafo, où une salle avait été détruite le 12 janvier dernier, c'est une autre salle divisée par des tôles de fortune qui abrite désormais les élèves du cours moyen 1 et du cours moyen 2. Au lycée bilingue de Bamenyam où le proviseur était enlevé, puis relâché le 29 janvier 2019. L'établissement subit le trop-plein d'élèves fuyant la guerre au nord-ouest. L'association des parents d'élèves tend la main au gouvernement dans l'espoir de résorber les effectifs pléthoriques et le déficit criard d'enseignants. Dans un établissement secondaire qui va la 6e en terminale avec les effectifs que vous voyez là, vous comprenez que si l'État ne nous appuie pas, ne nous aide pas avec les salles de classe, on ne pourra pas s'en sortir. De Babadjou à Galim, comme dans toutes les localités où est passé Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest recommande aux populations vigilance et collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour mettre fin aux assauts répétés des bandes armées dans le département des Bamboutos. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions anglophones et son impact sur les villes voisines, le prix Nobel de la paix 2011 peut-elle faire entendre raison au gouvernement camerounais? La libérienne Lema Bowe a fait le déplacement de Yaoundé pour faire part de sa disponibilité à contribuer au plan d'assistance humanitaire d'urgence déployé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle a évoqué la nécessité d'impliquer les femmes dans la résolution des conflits en cours au Cameroun. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gransop. Lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, Lema Bowe arrive au Cameroun au moment où le crépitement des armes fait rage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Libérienne et les autres membres du réseau des femmes leaders africaines sont préoccupés par la crise anglophone et son cortège de malheurs. Nous étions avec les femmes déplacées qui se trouvent à Douala. Nous avons eu une longue séance de travail où on a partagé avec elles leurs préoccupations. Nous avons fait des suggestions et nous allons également en parler avec les autorités pour voir comment ensemble nous pouvons parvenir à une solution. Parce qu'on le sait, dans ce genre de choses, ce sont toujours les femmes et les enfants, les vieillards qui sont les premières et les plus grandes victimes. Et il faut absolument faire quelque chose pour cela. Et nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner justement la mise en œuvre de ce plan humanitaire. Et nous voulons être aux côtés de nos sœurs camerounaises justement pour que ce projet du gouvernement puisse avancer.
Le séjour en terre camerounaise du prix Nobel de la paix 2011 coïncide également avec le lancement par le gouvernement du premier plan national sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution qui fait la part belle au leadership et à la participation des femmes aux initiatives de prévention et de gestion des conflits et des situations d'après-conflit. Looking at the UN Security Council Resolution 1325. L'une de nos préoccupations, c'est que la 1325 a une dimension de participation des femmes au processus de paix et d'intégration et de renforcement des capacités des femmes. Donc tous ces aspects-là font partie de nos préoccupations. Donc nous venons pour évaluer un petit peu comment se passe cette mise en œuvre et comment les choses avancent dans le pays. So basically, this is a visit all about women. Des préoccupations et bien d'autres qui étaient au cœur des échanges entre la délégation des femmes leaders africaines et les autorités camerounaises, dont la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Notre sœur, prix Nobel de la paix, nous a déjà partagé qu'elle... Dans une autre zone de conflit, au Septentrion, le transport clandestin fait de la résistance. Un bus d'une agence de voyage clandestine a été intercepté en pleine nuit et lors du contrôle, aucun passager ne dispose de pièces d'identité. La majorité des suspects, il s'agit des femmes et des jeunes filles qui ont été interpellées. Le récit des faits avec Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. En provenance de la localité de Blangwa, Gambourou, dans le Logo-Nechari, ce bus est intercepté alors que son conducteur n'est en possession d'aucun bordereau de voyage. Bien plus, la trentaine de passagers à bord ne possèdent pour la plupart pas de carte nationale d'identité. Autre fait marquant, la compagnie à laquelle appartient le bus en question a récemment été suspendue par le ministre des Transports. Tous ces éléments relevés contribuent à la suspicion dans un contexte marqué par une grande insécurité dans la région de l'extrême nord qui se traduit par la résurgence intensifiée des attaques de Boko Haram. Il y a quelques jours, 4 militaires perdaient la vie dans le département du Mayo-Tsanaga suite à l'explosion d'une mine artisanale. C'est pour tordre le cou à cette insécurité décriée que le gouverneur de l'extrême-nord et son état-major ont décidé d'un contrôle inopiné sur certains axes routiers de la région. Ce monsieur a chargé depuis Gambarou, dans la zone rouge. Et il n'y a pas de bordereau. On ne sait pas qui est qui. C'est pour ça que nous avons... Et puis si vous constatez bien dans le véhicule, il n'y a que les femmes et les enfants. Où sont leurs maris? Ça peut être les gens qui sont de l'autre côté là, qui sont en train de pénétrer vers la partie sud. C'est une opération qui va s'étaler dans le temps, une opération inopinée. C'est les questions pour nous d'assainir, de mettre la main sur tous les malfrats. La grosse curiosité réside dans le fait que le bus intercepté a traversé 11 points de contrôle de police et de gendarmerie sans être stoppé. Une incongruité qui jette un énorme discrédit sur l'action du gouverneur qui finalement n'a qu'une valeur de coup d'épée dans l'eau, même s'il promet l'intensification de ces contrôles inopinés dans les jours à venir. Restons dans les régions du Septentrion où la colère gronde, notamment à Bankim et Magba, localité située dans la région de l'Adamawa. Là-bas, les populations se plaignent de l'instabilité de l'énergie électrique. Malgré leur doléance de voir la situation s'améliorer, rien n'a véritablement changé. C'est le constat que font Aboubacar Biekoum et Gladys Sidi. À Bankim, ce sont des groupes électrogènes qui alimentent les ménages, commerces et autres structures en énergie électrique. Les populations ici sont constamment sevrées d'électricité. Elles disent subir des coupures durant des jours, voire même des semaines. On a des problèmes de délestage ici en Bankim depuis plusieurs temps. On part au moins à plus d'un an, on n'arrive pas à travailler. Il arrive parfois que la lumière vient dans la nuit et parfois on se lève le matin quand la lumière est partie. Ceux qui ont réussi à se procurer un groupe électrogène poursuivent tout de même leurs activités. Seul bémol, les frais supplémentaires consentis pour alimenter les groupes électrogènes. À Bankim, nous souffrons parce que nous n'avons pas la lumière. Nous chargeons les téléphones à base du générateur qui appelle tous les élites autorités de la ville de Bankim.
de nous venir en aide parce que là, ça ne va pas du tout. On est obligé de se débrouiller avec du groupe électrogène que, en fin de travail, on n'arrive même pas à trouver de rendement. On se débrouille avec des petits groupes d'électrogènes. Aujourd'hui, mais je n'ai pas pu travailler parce que je n'ai pas eu des opportunités d'acheter du gasoil pour fonctionner. C'est un rêve brisé pour les habitants de Bankim et Makba qui espéraient que la construction du barrage de Mapé allait résoudre le problème d'électrification dans leur localité. Nous avons un barrage dans l'arrondissement et le barrage pour lequel nos parents ont perdu leur vie, d'autres même sont en prison, d'autres ont perdu les champs de café. On ne sait pas pourquoi Bankim aussi en bénéficie, en quoi. Depuis sa construction, le barrage de Mapé était doté de 3 groupes électrogènes pour acheminer l'électricité jusqu'à Makba et Bankim. Mais au fil des années, 2 groupes électrogènes sont tombés en panne. Un seul est fonctionnel de nos jours et donc insuffisant pour le transport de l'énergie électrique vers les localités concernées. Les responsables de l'entreprise en charge de l'énergie électrique disent avoir parfois du mal à faire fonctionner l'unique groupe électrogène restant à cause des pénuries de carburant, dont le financement revient au gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la contrebande prend de l'ampleur au Cameroun. Le Cameroun désormais un marché pour la vente des tramadol. Près de 150 000 comprimés ont été saisis par les services de la douane. Ces produits stupéfiants en provenance d'un pays voisin étaient destinés à être vendus et acheminés dans la ville de Douala. Reportage avec Sylvestre Zangao et Innocent Abega. 151 000 comprimés de tramadol. De quoi droguer tout un quartier. Ces produits stupéfiants sont entrés au Cameroun de manière frauduleuse. Les contrebandiers qui s'apprêtaient à écouler leurs marchandises ont été surpris par les douaniers de la zone 1 de la mission Alto Commerce illicite. Des personnes qui sont déterminées à faire entrer ces produits par tous les moyens au niveau du marché camerounais. Ces personnes, ces malfrats sont entre nos mains et nous allons les mettre à la disposition du procureur de la République et de la justice camerounaise. L'opération menée par la douane le 14 avril à Akwa Douala a également permis de mettre la main sur 172 800 comprimés de Combian, un antipaludéen, et 24 000 capsules d'amcloxin, un antibiotique. Ces produits de contrebande, en provenance d'un pays voisin, étaient dissimulés dans des marchandises ordinaires jusqu'à Douala. Dans le cadre de sa coopération avec la marine camerounaise, la douane a également intercepté sur le plan d'eau du Vouri une embarcation qui transportait près de 7 000 litres d'hydrocarbures. Une patrouille de routine de la Marine nationale, appuyée par un renseignement de première main, a conduit cette équipe à interpeller aux environs de Dedo une embarcation artisanale aménagée de façon spéciale pour transporter des produits d'hydrocarbures qui procédaient à la livraison à des petites embarcations. Alors, interpellés, les prévenus ont abandonné leur embarcation pour s'enfuir et l'embarcation a été déroutée pour la base navale de Douala, où les constatations ont été faites. Le carburant est déjà mis à la disposition de la délégation de l'eau et de l'énergie. Les autres éléments saisis seront confisqués comme réglementairement. Le tramadol, un produit dopant qui fait des ravages en milieu jeune au Cameroun, a envahi les marchés. L'interception de cette cargaison est donc une bonne nouvelle. 3 mois passés en prison, le président du MRC déplore ce qu'il qualifie de torture infligée à ses militants co-détenus dans les prisons de Yaoundé. Maurice Kamto révèle le mépris avec lequel le régime de Yaoundé a rejeté sa demande de dialogue avec le président de la République, Paul Biya, à propos de la dernière élection présidentielle. Au-delà de galvaniser ces militants qui sont placés en détention, Maurice Kamto continue de proposer des solutions pour sortir des multiples crises au Cameroun. Jean-Paul Chouniat évoque les points saillants de la lettre de Kamto adressée à ses militants co-détenus à Yaoundé. Du fond de sa cellule à la prison principale de Yaoundé, c'est la première fois que Maurice Kamto écrit à ses camarades co-détenus. Depuis leur interpellation et incarcération, le 28 janvier dernier, à la suite des marches blanches, en guise de contestation du résultat de la présidentielle du 7 octobre 2018. La détention arbitraire que vous impose M. Biya à cause de votre détermination à exercer vos droits fondamentaux garantis par la Constitution et les traités internationaux vous cause un préjudice grave. Et sur cette démarche,
Le président du MRC déplore le mépris du pouvoir sur sa proposition de discuter avec Paul Biya, candidat déclaré élu à l'issue de ce scrutin. Vous êtes témoin du mépris avec lequel cette démarche a été accueillie par le régime et ses laudateurs. Sur les cas perpétrés dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, Maurice Kamto s'indigne de l'acharnement des magistrats, de certains journalistes et membres du gouvernement à le tenir pour commanditaire de ces actes. Sans nuance et sans vergogne, ils affirment sentencieux, en dépit de nos dénégations et de la revendication de ces actes par les auteurs qui clament par ailleurs n'avoir aucun lien avec moi-même et le MRC. Sur la crise armée qui dévaste le nord-ouest et le sud-ouest, Maurice Kamto réitère la solution d'un cessez-le-feu. La libération de toutes les personnes détenues, la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et l'organisation d'un dialogue inclusif pour mettre un terme à la guerre civile qui déchire les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, car il est évident que ce problème ne peut être réglé en profondeur et de façon durable par la force armée. Après avoir passé en revue ces questions d'actualité, le leader du MRC salue le courage et l'endurance de ses camarades dans leur militantisme de progrès pour notre pays. Ce dépassement de soi et votre détermination exceptionnelle sont les meilleures réponses que les citoyens politiquement émancipés peuvent opposer à une dictature barbare comme celle qui régente notre pays depuis plusieurs années, en répandant la terreur qui, hélas, paralyse encore nombre de nos concitoyens. Et pour réconforter et encourager tous ses camarades incarcérés ou non à poursuivre le combat, Maurice Kamto leur suggère de croire à un avenir meilleur pour le Cameroun. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever, conclut Maurice Kamto au bas de sa lettre, en date du 14 avril courant, depuis la prison principale de Yaoundé. Et dans les couloirs de la justice, l'affaire MRC contre le ministère de l'administration territoriale s'est ouverte ce jour au tribunal de grande instance du Foundi. Et selon le porte-parole de Maurice Kamto, l'audience a été renvoyée à demain, mercredi 17 avril, pour comparution d'un représentant de ce ministère. Aucun représentant du ministère de l'administration territoriale était présent lors de l'audience qui s'est ouverte ce jour. Et l'audience a été renvoyée à demain, mercredi 17 avril, pour comparution d'un représentant du ministère de l'administration territoriale. Le MRC, faut-il le rappeler, conteste à travers cette procédure judiciaire la décision du MINAT d'interdire la manifestation publique au Cameroun. Comment améliorer la production annuelle du café au Cameroun? Elle stagne à 25 000 tonnes, c'est 5 fois moins que le niveau de production du Cameroun il y a 25 ans. Des experts et des producteurs de café réfléchissent sur cette problématique lors du Festi Café. La 7e édition a démarré ce jour à Yaoundé. Les foires, expositions, dégustations du café sont les principales articulations du Festi Coffee qui en est à sa 7e édition. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ça bouillonne à l'esplanade arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le café s'offre dans tous ses états à la faveur de la 7e édition de Festi Coffee, une initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'est l'édition qui consacre le contraste entre une production qui décline et une transformation qui est en pleine effervescence. Nous pouvons observer qu'il y a plein de torréfacteurs qui sont installés avec des machines qui n'ont rien à envier aux machines qu'on voit sous d'autres cieux. Et dans le même temps, et depuis une trentaine d'années, la production décline. D'où la thématique de cette année, agir maintenant pour le café. Autrement dit, trêve de procrastination, passons à l'action, mutualisons les synergies pour agir sur le court terme afin que la production soutienne cette transformation qui est en train de se développer. Dans les stands d'exposition, du bon café made in Cameroun, fruit de l'ingéniosité des torréfacteurs, plus que jamais déterminés à booster la transformation locale. Et il s'agit notamment du café cristal. En fait, il y a le cristal force. C'est beaucoup d'arômes d'arabisca avec un mélange de robusta dans une proportion de 30%. Là, il vous met à point. Le deuxième produit, c'est le cristal splendeur. C'est 100% arabica. Il peut être consommé par des enfants à partir de 12 ans, des femmes enceintes et puis même les diabétiques. Nous invitons les populations de la ville de Yaoundé à venir sur l'esplanade de la communauté urbaine découvrir notre café qui est traité selon les règles de l'art. Il n'y a aucun ajout de produits chimiques, n'est purement naturel. Le café Yohan, c'est un mélange d'arabica et de robusta qui donne un café au goût suave,
velouté et très aromatique. Festi Coffee, événement majeur, devenu incontournable, dédié à la promotion de la consommation locale du café, rappelle combien il est plus qu'urgent d'investir dans le café. Mieux, d'agir maintenant pour le café, pour rester en accord avec le thème de cette 7e édition. Nous vivons dans le café, nous envoyons nos enfants à l'école à travers le café. Et nous nous soignons dans les hôpitaux à travers toujours ce café. Voilà les raisons pour lesquelles nous persévérons dans cette filière. Même si le prix est bas, mais on s'en sort parce qu'on a la surproduction. En donnant le coup d'envoi de Festi Coffee 2019, le ministre du Commerce, qu'assistaient ses collègues de l'agriculture et de la recherche scientifique, a invité les producteurs à ne point baisser les bras. Il est scientifiquement établi et je fais la référence aux prévisions et aux études menées par le professeur Jeffrey Sachs. Le Cameroun, d'après cette étude, est la nouvelle terre, la terre du futur, du café. Donc il y a la matière à travailler davantage. Il faudra produire beaucoup plus parce qu'un marché, ça s'entretient. La 27e Assemblée générale ordinaire du CICC, la foire exposition, couplée aux journées nationales de dégustation dans pas moins de 26 villes du pays et la tribune café constituent les temps forts de Festi Coffee 2019. Bon à savoir, la production annuelle du café est passée de 130 000 tonnes dans les années 90 à 25 000 tonnes seulement aujourd'hui. Une baisse drastique qui appelle 3 mesures urgentes. La disponibilité des plants améliorés, l'accès aux engrais et autres produits phytopharmaceutiques, puis le rajeunissement de la force de production. Et c'est maintenant qu'il faut agir pour redresser la barre, afin que notre filière caféière ne continue de boire la tasse. Le directeur de l'école des sciences et de médecine vétérinaire a été limogé à l'université de Ngaoundéré. André Zolipania a été relevé de ses fonctions. Il cède son fauteuil à Abdoul Moumini Mamoudou, nouveau directeur de cette grande école de l'université de Ngaoundéré. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Paul Biya a également nommé un nouveau directeur des affaires générales au secrétariat général de la présidence de la République. Il s'agit de Amadou Sali. Et suite au gigantesque incendie qui a embrasé la cathédrale Notre-Dame à Paris en France, le président de la République du Cameroun exprime sa vive émotion, sa consternation et un message de soutien à la conférence des évêques de France, également à la nation française et au président Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'État africains n'ont pas manqué d'exprimer leur compassion et partager la douleur de l'Église catholique, des chrétiens du monde entier et de la France. Un reportage dans ce journal, Orange Cameroun qui déploie sa caravane de soutien aux Jeux universitaires édition 2019. Elle a mis le cap sur l'université de Yaoundé 2. Orange Cameroun a fait valoir son expertise dans la transformation digitale de cette institution universitaire. Reportage. À l'université de Yaoundé 2 soir, l'air du temps est à la préparation des prochains Jeux universitaires qui se tiendront à Tchang. Et justement, l'université de Tchang apporte sa touche. Le recteur de l'université de Tchang a jugé qu'il était opportun d'organiser dans la perspective des Jeux une campagne de fin d'accroître la visibilité de cet événement et de susciter des externalités positives dans le cadre d'éventuels partenariats. Cela au point de susciter quasiment l'admiration de sa sœur de soi. L'université de Yaoundé 2 salue avec beaucoup de vigueur cette innovation qui nous vient de sa consoeur de Tchang sur le cœur. Pour sa part, inscrit dans l'efficacité, Orange Cameroun, dont l'accompagnement digital de l'université de Yaoundé 2 est une réalité, s'illustre au cœur de cet événement. Le directeur général d'Orange a décidé d'accompagner l'université de Soie dans son centre multimédia. Alors il a décidé de faire un don de 15 ordinateurs et de doter l'université d'une pilote mensuelle. Donc mensuellement, l'université aura 500 mégaoctets pour pouvoir développer ses activités. C'est un partenariat gagnant-gagnant. À cette occasion, Orange Cameroun mobilise les étudiants
pour mieux les familiariser au monde du virtuel. Nous proposons en fait aujourd'hui pendant 2 jours à l'Université de Soie aux étudiants de vivre une expérience digitale incroyable à travers une expérience de digital réalité virtuelle pour permettre aux étudiants de découvrir réellement ce que c'est que la virtualité. Concrètement, des modèles leur sont proposés à travers le concept dénommé Orange Pudge. Aujourd'hui, Orange Cameroun est présent à Soie avec des jeunes, des anciens étudiants qui ont réussi chacun dans leur domaine. Et pour pouvoir inspirer en fait cette jeunesse, partager avec eux leur expérience à travers le programme Orange Pulse qui les a invités pour permettre à tous ces jeunes de savoir qu'ils peuvent rêver, qu'ils peuvent se battre et accomplir leurs rêves. De plus, les jeux vidéo sont aussi mis à contribution pour stimuler le goût de la réussite parmi les étudiants. Nous faisons les premiers jeux vidéo camerounais et j'ai été invité par Orange pour venir communiquer avec les étudiants de SOA sur notre parcours afin de leur transmettre le pulse qu'il faut pour réussir dans la vie. Au total, Orange Cameroun entend donner aux étudiants des connaissances en digital et virtuel pour mieux se doter pour l'avenir. Orange Cameroun s'est toujours positionné comme étant un acteur majeur du digital. Et aujourd'hui, nous savons tous que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais au-delà d'offrir à la jeunesse des autres, Orange Cameroun voudra aller bien au-delà. Donc c'est pouvoir apporter aux jeunes d'aujourd'hui toutes les compétences, toutes les skills dont ils ont besoin pour pouvoir intégrer le monde professionnel de demain. Tout un programme dont le parrain inébranlable, Orange Cameroun, s'assume entièrement dans cette mission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le Nobel de la paix 2011 est au Cameroun. La Libérienne qui est venue faire du lobby auprès du gouvernement camerounais afin de l'encourager à résoudre dans l'urgence la crise anglophone. Elle veut s'impliquer dans le plan d'assistance humanitaire qui a été déployé en urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et elle évoque la nécessité d'impliquer davantage les femmes dans le processus de résolution des conflits en cours au Cameroun. Voilà, Cédric, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, deuxième partie Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.